je travaille à Interenvironnement Bruxelles depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Oui, de formation, je suis juriste et criminologue au départ, donc pas vraiment liée à l'urbanisme, mais après 10 ans de pratique à l'Université libre de Bruxelles comme chercheuse en criminologie et dans un parastatal de lutte contre le blanchiment d'argent. Ça plane un peu, c'est beaucoup de l'international et donc j'ai voulu me réancrer au niveau local, très local, en m'intéressant surtout au territoire sur lequel j'habite depuis ma naissance. En fait, je suis née à Bruxelles. Et j'ai fait en un an une formation en environnement et aménagement du territoire, ce qui m'a amené à débarquer à Interenvironnement Bruxelles, qui est une fédération de comités de quartier qui existe maintenant depuis plus de 40 ans, puisqu'en fait, on est né au début des années 70, en 74 très précisément. Alors, voilà, chaque territoire est singulier, chaque territoire a son histoire. En même temps, cette histoire est assez déterminante de la manière dont s'organise sur le terrain ce que je vais appeler les luttes urbaines. Donc, je ne vais pas vous faire toute une histoire de, de Bruxelles, mais néanmoins, je vais parcourir un petit peu les évolutions dans les logiques socio-économiques depuis la Deuxième Guerre mondiale, en articulation en fait avec la manière dont les luttes urbaines se sont organisées sur le territoire bruxellois. Et vous verrez, il y a évidemment pas mal de passerelles d'une façon ou d'une autre, surtout quand on se rapproche de l'époque contemporaine, puisque les déterminants viennent de plus en plus du haut et de moins en moins du bas. Et je pense qu'il y aura moyen de faire pas mal de passerelles avec votre territoire à vous. Et puis j'ai aussi, sur base de l'exposé de ce matin et du premier échange, essayé par moment de tracer quelques parallèles. Alors je vous ai prévu aussi des petites vidéos, j'espère que ça marchera, parce qu'en ces temps moroses, voilà, quelque chose d'un peu plus vivant, qui se passe un peu plus dans l'espace public, qui est devenu mortifère. Ben, voilà, je me suis dit que ça serait aussi plaisant. Donc, normalement, j'ai prévu 3 petites vidéos d'environ 5 minutes. Alors là, vous voyez, bon, c'est pas une carte hyper précise. Elle date de 1910. Donc là, on est même avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, cette carte illustre le territoire bruxellois de l'époque. Et en fait, tous ces espèces de petits triangles noirs comme ça sur la carte, ce sont en fait des industries, puisque Bruxelles, en fait, s'est vraiment développée économiquement autour de son canal, qui n'est pas un fleuve. En fait, c'est vraiment un canal qui a été construit des mains de l'homme de A à Z. D'abord, il y a un premier tronçon du canal qui allait depuis le centre de Bruxelles jusqu'à Anvers, donc vers la mer du Nord. Et puis, au 19e siècle, au moment de l'industrialisation, donc le premier canal date du 16e siècle, et au moment de l'industrialisation, au 19e, un deuxième tronçon qui a été construit vers le sud pour relier Bruxelles à Charleroi, puisque là, on pouvait extraire le charbon des mines, et ce qui va vraiment doper l'industrie à Bruxelles. Alors, si je vous explique rapidement ça, c'est tout simplement parce que ça va être très déterminant dans la manière dont la production de l'espace et donc du territoire s'organise en région bruxelloise qui n'existe pas alors. La région bruxelloise, elle est née en 89. Et donc, autour de ce canal, sont venus habiter des ouvriers. Donc, ça a amené beaucoup de main-d'œuvre pendant un siècle. Et Bruxelles était à l'époque la ville la plus industrielle de la Belgique. Et si on regarde aujourd'hui, la population bruxelloise, elle a continué à s'organiser et à se répartir autour de ce canal avec une ségrégation socio-spatiale, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle chez nous tantôt le croissant ou la banane, une banane, la banane pauvre, c'est-à-dire que ce ne sont plus tellement les ouvriers qui habitent aujourd'hui autour du canal, mais majoritairement une population qui a un revenu de remplacement qui touche le revenu d'intégration sociale,
qui est au chômage, voire qui est sans revenu. Ce sont aussi les primo-arrivants, les différentes couches de migrants, mais donc pas tellement à la migration, socio-professionnelle liée au statut de Bruxelles, capitale de l'Europe ou de la présence des lobbies et des instances financières, mais plutôt, une migration de subsistance. C'est ce qui fait que souvent, dans toutes les cartes de Bruxelles, quand vous prenez les données sociodémographiques, il y a vraiment une couleur différente qui s'organise dans les territoires autour du canal, qui traversent Bruxelles. C'est ce qui correspond aussi à la couleur bleu foncé ici sur cette carte. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les territoires du canal. Et puis à l'est, des territoires plus aisés, plus nantis, plus bourgeois. En fait, depuis le 19e siècle, la bourgeoisie à Bruxelles, ou les classes aisées, ont toujours habité plutôt sur les hauteurs et vers l'est, voire éventuellement vers l'extrême ouest. Et donc les populations plus précarisées autour du canal, ce qui n'est pas sans incidence, parce que bon, sur la petite carte là que vous voyez, en fait, du coup, par exemple, en termes de santé, d'espérance de vie, l'espérance de vie est bien moindre pour les populations. Donc, il y a une espérance plus ou moins en moyenne de 5 ans de vie en moins. Alors, c'est une multitude de facteurs, hein, évidemment, parce que si vous habitez là, c'est que vous disposez de moins de moyens, donc sans doute que vos modes de consommation, vos accès aux soins de santé, etc., sont moindres. Ou par ailleurs, voilà, c'est la vallée de la Seine. Donc, le canal a remplacé la Seine qui a été voûtée à la fin du 19e. Et donc, c'est aussi un bâti plus insalubre, il y a aussi beaucoup plus de pollution, et cetera. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui créent cette différence. Bon, pendant toute cette période-là, l'urbanisme bruxellois, il est chaotique, il est peu réglementé. Il y a des grands travaux, comme à Paris, hein, nous aussi, on a eu droit à nos percées haussmanniennes. Donc, c'est les boulevards du centre, en fait, d'ailleurs, qui traversent ce qu'on appelle ici le Pentagone. Hein, donc, c'est pas Washington, mais voilà, ça c'est notre Pentagone, c'est le centre-ville. Et là, il y a une grande percée haussmannienne, dans l'idée en fait de chasser, entre guillemets, donc de chasser les pauvres du centre et d'y installer la bourgeoisie, ce qui n'a pas vraiment marché. Et donc, on a voûté la Seine, on a fait des grandes percées, on a exproprié massivement à la population, mais il y avait peu de résistance à ce moment-là. Et il y a eu également de très grands projets. C'est un peu les suites de ce qu'on appelle la charte d'Athènes, donc Le Corbusier, et cetera, le monofonctionnalisme urbain, c'est-à-dire qu'on sépare les lieux de travail des lieux de résidence. Donc, on organise le centre plutôt pour la fonction bureau, les autoroutes, des autoroutes urbaines, qui doivent connecter des nouveaux espaces de bureaux vers la périphérie, là où vont loger les habitants. Et c'est lors de cette période-là, donc au moment où les décideurs, qui finalement décidaient plutôt à l'échelon national, qu'à l'échelon vraiment de Bruxelles. Donc Bruxelles était vraiment inféodée aux intérêts supralocaux, aux intérêts nationaux, voire au-delà. Et donc Bruxelles devait devenir carrefour de l'Europe. Et là, on le voit d'ailleurs sur cette brochure qui date de 1956, c'est la brochure des travaux publics, hein, devait devenir le carrefour de l'Occident. Et donc, on voit partout des grandes percées, des autoroutes se créer, création de viaducs, hein, on n'imaginerait plus ça aujourd'hui, grand viaduc qui traverse comme ça, qui éventre le tissu urbain. Moi, j'habitais près de ce viaduc quand j'étais petite, donc je l'ai connu, et il a été démoli dans les années 80. Et là, ça va quand même tout doucement susciter une certaine
résistance de la part des habitants. Alors quand on dit les habitants, en fait, voilà, qui se cache derrière la formule «les habitants?» Il y a des sociologies très très diverses, et donc on trouve quand même dans le centre, à ce moment-là, à la fois des ouvriers, des chômeurs, des migrants, aussi, une petite classe intellectuelle, pas nécessairement dotée d'un gros capital financier, mais dotée quand même d'un certain capital culturel, et ces gens vont s'organiser. De plus en plus, on va voir fleurir, des comités de quartier, et souvent, on se rend compte que ça, c'est une sociologie assez spécifique à Bruxelles. On rencontre sans doute des tas de luttes urbaines, des résistances, dans de nombreuses villes européennes. Il y a vraiment à Bruxelles quelque chose comme ça lié à la figure du comité de quartier, et donc on parle souvent de Bruxelles comme la ville au 100 comité de quartier, et donc c'est à cette époque-là, que ça se dessine. Parce que comme je vous le dis, voilà, il y a vraiment des projets comme le plan Manhattan ici, et d'ailleurs l'image suivante, ça évoque aussi le plan Manhattan avec les tours WTC. Vous connaissez sans doute, j'imagine, vous avez déjà été à Bruxelles et au centre. C'est ce qu'on appelle aussi aujourd'hui le quartier nord, près de la gare du Nord, et c'est là où on trouve le plus de tours, de bureaux. Au départ, à l'époque, dans les années 60, le projet, c'était de construire, 54 tours de bureaux. Donc au final, il y en a seulement eu une dizaine, pour se rassurer, dont les fameuses tours WTC. Tout à l'heure, on parlait de la démolition-reconstruction. Ben, aujourd'hui, ces tours WTC ont été démolies, et il y a l'idée de reconstruire à la place de nouvelles tours. Heu, Ce qui peut poser, la question du bilan carbone. Bon, après, ces tours-là, elles ont fait quand même leur durée de vie, parce que souvent, on voit que les tours de bureaux construites à Bruxelles, leur durée de vie, c'est 15, 20, 25 ans. Et donc même quand le promoteur nous dit, «Oui, mais bon, je vais mettre à la place une tour plus durable, avec un bilan plus écologique, une tour basse énergie, avec des toitures vertes, voire avec des panneaux solaires en haut, chaudière à condensation et tout ce qu'on veut». On a étudié le bilan carbone de plusieurs de ces projets, et en fait, il est, la démolition-reconstruction, même si vous remplacez l'ancienne tour par une tour nettement plus performante énergétiquement, le bilan carbone est négatif. Il faudra souvent, près de 100 ans pour couvrir, l'opération de démolition-reconstruction. Or, il est plus que probable que la nouvelle tour basse énergie, ne survive pas 100 ans, dans les territoires bruxellois. Puisqu'encore aujourd'hui, on voit autour de la gare TGV, la gare du Midi, des, des tours et des bâtiments qui ont été construits dans les années 80, 90, voire au début des années 2000, et qu'il y a des nouveaux plans, actuels qui visent à les démolir. Donc là, le fameux plan Manhattan, c'était quand même, 14 000, expulsions, expropriations, et donc là, il y a eu vraiment des très, très fortes, mobilisations, qui traversaient les couches sociales, et on a parlé à Bruxelles d'une forme de syndicalisme urbain, au sens où vraiment les gens, s'organisent là non plus pour défendre, leur salaire, mais pour défendre, leur cadre, de vie de façon, très organisée, et donc, d'ailleurs, enfin cet ouvrage-là, c'est une chronique, jour par jour de cette lutte. C'est assez impressionnant. Ça fait plusieurs centaines de pages avec des dessins, dont le petit dessin que vous voyez ici avec, voilà, la tour WTC, VDB, c'était, Van den Binance, c'était le politique proche des promoteurs, et donc voilà les petits comités de quartier, les petits poissons qui s'organisent, pour lutter face à la promotion immobilière. Une autre lutte très, très importante, de la même époque, fin des années 60, début des années 70. Pour ceux qui connaissent, c'est les Marolles, le quartier des Marolles, un quartier très, très populaire au centre de Bruxelles, où il y a la fameuse place du jeu de balle, qui est une place qui encore aujourd'hui accueille, les brocanteurs. C'est une place très vivante, et le quartier est resté populaire malgré sa transformation.
Donc il y a de la gentrification, mais du fait qu'il y a de nombreux logements sociaux, dans ce quartier, ça permet, à cet endroit-là, de créer cette fameuse mixité sociale dont on nous parle souvent parce que, la part de logements sociaux permet à des habitants peu argentés de continuer à vivre là, même si on voit les brocanteurs maintenant remplacés par des antiquaires, qu'il y a tout un nouveau, public, qui fréquente cet espace. Après, ce quartier-là a vraiment créé un imaginaire bruxellois, qui fait que c'est le lieu où les luttes, sont victorieuses, le lieu où on gagne toujours, ce qui est malheureusement en urbanisme pas très souvent le cas. J'y reviendrai parce que le rapport de force est vraiment pas évident, mais dans les Marolles, historiquement, ça a marché et aujourd'hui, il y a encore beaucoup de luttes dans les Marolles. Il y a pas longtemps et ça a fait pas mal de bruit, il y avait un gros projet de parking en sous-sol et pour faire ce parking, de 1, ils allaient éventrer la place, et puis surtout chasser tous les brocanteurs, autour, voilà, autour de ce marché. C'est toute une vie, de subsistance pour de nombreuses personnes et puis voilà, c'est une vitalité, populaire. C'est aussi tous les cafés qui sont autour de la place qui vivent grâce à ce marché, et donc la mobilisation, combinée à la fois des marchands, des habitants et d'associations, diverses, sont parvenus à obtenir l'abandon total du projet. Alors là-dedans, il y avait aussi une question patrimoniale qui, de fait, a été un peu un prétexte et instrumentalisé, mais finalement à bon escient par, les militants, les habitants, les associations. C'est qu'on a découvert ce que personne ne savait, qu'il y avait un bunker en dessous de la place, lié à la guerre, à la Première Guerre mondiale et en fait, Heu, au final, beh, voilà, il y a eu une décision, des pouvoirs publics de préserver ce bunker, de le restaurer et d'abandonner, le projet de parking et donc voilà, aujourd'hui, le marché, survit sauf que là, bon, beh, voilà, avec la période de pandémie, malheureusement, il est, à l'arrêt depuis, plusieurs mois. Et donc, voilà, on a à Interenvironnement Bruxelles une multitude de ces affiches de cette époque, années 60-70 avec les grandes percées. On voit, c'est surtout les autoroutes qui inquiétaient, les habitants et donc on voit beaucoup d'affiches sur les murs, partout, donc à l'heure actuelle, IEB, est installé d'ailleurs à Keurregem, donc ça, c'est plein cœur d'Anderlecht, derrière la gare du Midi, ce quartier qu'on appelle Keurregem. Il y a pas de grandes percées routières à Keurregem si vous y allez, mais il y a eu ce projet à une époque qui aurait, voilà, forcément éventré le tissu bâti, le tissu urbain bruxellois et juste un peu plus loin, Molenbeek, hein, qui a fait beaucoup parler aussi, mais qui est un quartier très populaire, très vivant. Là aussi, il y avait, des projets, divers d'autoroutes qui ont tous été abandonnés. Et Interenvironnement Bruxelles est né à cette époque-là. Il existe toujours, 47 ans plus tard. On est né en 74 et donc bah, voilà, on voit, là, une petite marche dans les prémices, voilà, de la naissance de cette association et ce qui va vraiment mettre le feu aux poudres et fédérer les comités de quartier puisque jusque-là, on voyait, il y avait les luttes dans le quartier nord, les luttes dans les Marolles, les luttes à Molenbeek, à Keurregem, mais finalement chacun agissait dans son coin. Et donc tout à l'heure, Lorraine parlait, du péage et que ch en Luxembourg, ça date, si j'ai bien retenu, de 1937. Et bien nous, c'est le plan de secteur qui va être le premier genre plan urbain général, pour l'entité. C'est pas la région bruxelloise à l'époque, mais donc ce qu'on appelle, Bruxelles, l'agglomération bruxelloise, non, on parlait à l'époque de l'agglomération bruxelloise. Il y a l'apparition d'un plan de secteur et donc on pourrait se dire: «Ah beh, chic, les habitants vont être contents puisque quelque part désormais il va y avoir une réglementation, quelque chose qui va un peu organiser les choses. Ça va moins être les coups de boutoir, des promoteurs et cetera, les alliances entre, le pouvoir public et les promoteurs comme Van den Brunens. Et en fait, non, ce plan de secteur va susciter d'énormes critiques parce que dans un premier temps, il va être pensé complètement dans l'opacité, avec aucune transparence, aucune consultation des habitants, qui du coup, vont les comités puisque là,
pour une fois, c'est un plan qui concerne tout le monde. Ce n'est plus juste Kuregem, ce n'est plus juste Molenbeek, ce n'est pas juste les Marolles ou le quartier nord. C'est tout le monde qui est concerné par ce plan de secteur qui donc va organiser les affectations du sol. Là où on peut mettre des bureaux, du logement, des entreprises, du commerce, des espaces verts, etc. La question des gabarits, etc. Les zones protégées. Euh, En fait, les comités vont se regrouper et IEB, Environnement Bruxelles, est né de ça et existe toujours. Et le plan de secteur va susciter 11 000 réactions, ce qui n'est pas rien, hein, puisque bon, moi qui suis souvent des enquêtes publiques, même quand c'est des grands plans généraux, on arrive peut-être à un millier, voire 2000 réactions. Avoir 11 000 réactions, c'est énorme. Et donc, à ce moment-là, Inter-Environnement Bruxelles va créer un petit feuillet d'information pour les Bruxellois, un petit journal qui, à l'époque, s'appelait La ville et l'habitant. Aujourd'hui, il s'appelle le Bruxelles en mouvement. Donc, ce journal existe toujours. Dans un premier temps, c'était surtout un journal de liaison pour informer les habitants sur les fameuses enquêtes publiques. Donc, les enquêtes publiques, c'est quelque chose de très important pour nous. Et en fait, les enquêtes publiques et les commissions, je vous expliquerai ce qu'on appelle les commissions de concertation, sont nées suite à ce grand mouvement autour du plan de secteur. C'est vraiment la lutte autour du plan de secteur et la nécessité qui sortent de l'opacité, etc., qui va donner naissance en 76 à la procédure d'enquête publique. Donc, je ne sais pas au Luxembourg quand la procédure d'enquête publique est née, puisque tout à l'heure, Lorraine l'a un peu évoqué dans son exposé, l'enquête publique de 30 jours. Donc, chez nous, on a des enquêtes publiques en fonction du type de projet qui vont de 15 jours à 2 mois. Sur les grands plans, en général, l'enquête dure 2 mois, 60 jours. Sur les petits projets, c'est 15 jours. Et l'enquête publique se clôture par une commission de concertation. Et ça, c'est une spécificité bruxelloise parce que je pense que chez vous, il y a les réclamants. Enfin, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je sais qu'en Wallonie, il faut obtenir un certain nombre de réclamations pour obtenir qu'il y ait une commission où les habitants peuvent assister. Chez nous, en fait, tout le monde peut assister, pas que les riverains. Tout le monde peut se rendre à une commission de concertation. Et dès qu'un projet à une certaine taille est mis à l'enquête publique, il y a d'office une commission de concertation où les réclamants peuvent se rendre pour faire part de leurs remarques. Et donc, ce petit bulletin de liaison que Interenvironnement avait créé à l'époque visait notamment à informer les habitants de Bruxelles sur ces enquêtes publiques, exposer les infos, les critiques par rapport au projet. Et puis, il y avait aussi différents articles qui touchent à la ville. Aujourd'hui, je vous disais, ce journal existe toujours. Il est imprimé à 6000 exemplaires et diffusé gratuitement dans des associations, des cafés, des comités de quartier, des lieux culturels. On a aussi des abonnés, donc c'est un journal pour être indépendant qui est autofinancé et c'est vraiment nos 1200 abonnés qui permettent de produire le journal en question. Alors aujourd'hui, on a ce journal papier, mais on a également une lettre d'information qui permet, voilà, parce que le journal, maintenant, il sort plus que tous les 2 mois. Et voilà, il a pris une stature plus conséquente avec des écrits très, très analytiques. Et puis alors, on a gardé l'idée plutôt d'un outil de liaison directe et souple, et qui lui est une petite lettre d'information qu'on envoie à 23 000 destinataires. Non, maintenant, on est même à 30 000. Donc, enfin, ça a augmenté. On est à 30 000 destinataires. Chaque semaine, il y a, et tout le monde peut s'abonner pour le recevoir, 30 000 destinataires qui reçoivent non seulement les informations liées aux enquêtes publiques, aux commissions de concertation, le regard critique, des analyses sur Bruxelles, des agendas, les agendas sur des promenades urbaines, des visites d'espaces de biodiversité, des conférences, des colloques, des mobilisations, des manifestations. Enfin voilà, c'est vraiment un outil de liaison qui part chaque semaine et donc qui est fabriqué à IEB. À l'heure actuelle, Interenvironnement Bruxelles, c'est plus ou moins 15 salariés, mais 11 équivalents temps plein. Et donc, voilà, cette structure permet d'assurer
ce travail, d'outiller les habitants, pour mieux connaître les transformations de leur territoire et mieux, réagir en fonction d'intérêts solidaires. Parce que ce qui est très important pour IEB, dans la sociologie bruxelloise en plus disparate, c'est justement de garder cette solidarité entre les comités périphériques, les comités centraux, éviter, ce qu'on appelle le NIMBY, hein, Not in my back garden, qui est souvent, bon, cela dit, selon nous, quelque chose qui est parfois instrumentalisé par les pouvoirs publics pour disqualifier la parole, des citoyens. Mais cela dit, voilà, il ne faut pas s'en cacher. C'est sûr qu'il y a des habitants et on peut comprendre sa légitimité, qui vont défendre leur petit précaré, qui ne vont pas vouloir, d'une école, d'une crèche parce que ça fait du bruit, d'une plaine de jeux et cetera. Donc nous, notre travail, c'est vraiment d'essayer de sortir de l'intérêt particulier pour aller vers l'intérêt, général et solidaire. Alors, je vous ai parlé un peu de cette époque, des grands, projets, des grandes tours de bureaux, de la monofonctionnalité et cetera. À partir de 89, se crée la région bruxelloise et donc les Bruxellois ont désormais face à eux un interlocuteur de proximité. Hem Et donc se disent, les choses vont s'apaiser puisque, désormais quelqu'un, les autorités régionales vont défendre nos intérêts, nous, les Bruxellois, qui combinent à la fois, des francophones, des néerlandophones. Mais aujourd'hui, en fait, une bonne partie pour ceux qui visitent Bruxelles, Bruxelles est une des villes les plus cosmopolites du monde et donc ça parle toutes les langues. L'anglais n'est pas encore majoritaire, mais presque, parce que voilà, c'est devenu une langue de transmission, mais si on prend la population, d'origine roumaine, française, marocaine, enfin vraiment il y a, des communautés hyper représentées et quand on a dans les quartiers centraux, finalement le bruxellois, de pure souche est devenu, vraiment, un oiseau rare. Et donc après les grandes dynamique de démolition, reconstruction, expropriation et cetera. À partir de 89, quand la région se crée, on va aller vers une phase plutôt une dynamique de rénovation urbaine. Donc on détruit moins le patrimoine, on tente de le préserver. Apparaissent ce qu'on appelle chez nous les contrats de quartier, donc des budgets à la fois communaux et régionaux qui sont injectés sur des portions de territoire plus limitées. Et donc ces territoires sont ce que sur la carte ici, vous voyez en jaune, autour du canal, puisque ce sont ces quartiers centraux où le bâti est le plus dégradé, le bâti historique. Aussi parce que ceux qui habitent n'ont pas les moyens, en fait, souvent de rénover. Ce sont majoritairement des locataires, qui habitent, ce ne sont donc pas des propriétaires occupants et donc les contrats de quartier visent à rénover, ce bâti, ancien et donc améliorer les conditions de vie, des habitants. Cela dit, dans le même temps qu'il y a ces politiques de rénovation, destinées à améliorer le cadre de vie, on se rend compte que, n'a pas suivi dans le même temps, d'ailleurs je l'ai déjà un petit peu abordé tout à l'heure, à la fois les questions de maîtrise foncière, la question de production importante de logements sociaux. En fait, on a très peu de logements sociaux à Bruxelles, on a seulement 7 de logements sociaux, voire moins. Si on prend Paris, Amsterdam, Londres, Barcelone, enfin Amsterdam, il y a 40 de logements sociaux plus ou moins. Bon après, il faut voir ce qu'on met dans le logement social, je ne vais pas rentrer dans les détails. À Vienne, on est en tout cas à 60 de logements publics et voire 50 de logements sociaux. Bruxelles, c'est 7 et donc tant qu'il y a beaucoup de logements public et privé, et qu'il y a plus d'offres que de demandes, on va dire, il y a pas tellement de mise en concurrence de la population. Or, la démographie bruxelloise, a chuté jusque dans les années 2000. Mais à partir des années 2000, elle va commencer à augmenter et donc va s'exercer une pression sur la fonction logement très forte. Or, la production de logements publics et de production de logements sociaux ne va pas suivre. Et donc les dynamiques de rénovation, liées à une augmentation de la démographie bruxelloise et à l'absence de logements publics, tout ça va créer, une gentrification des quartiers centraux, une montée des prix, une montée des loyers non réguliers et donc voilà, on voit apparaître, pas mal donc ici on est près de la gare du Midi, heu, pas mal de tags, de graves de contestation de ces craintes autour de la montée des prix,
et des loyers, d'autant qu'au-delà de la question de la rénovation, les pratiques de destruction, elles, continuent à s'opérer. Ici, c'est une affiche des années 90 d'un comité de quartier à Saint-Gilles. Pour ceux qui connaissent, c'est la commune, où il y a la gare TGV, la gare du Midi. Donc il y a un comité CODES, comité de défense de Saint-Gilles. Dans les années 90, au moment de l'arrivée de la gare TGV, il va y avoir, voilà de nouveau, presque comme à l'époque du quartier nord, des expropriations, massives. Donc il va y avoir un plan d'expropriation, de 4 îlots entiers représentant plus ou moins 600, ménages. Ce qui va susciter, heureusement une contestation, massive, très importante, rassemblant des habitants, des associations. Il va y avoir, un film dans 10 jours, dans 10 ans, qui explique un petit peu, tout ce qui se passe, dans le quartier, parce que ces expropriations, en plus, vont vraiment s'étaler dans le temps. C'est les pouvoirs publics, qui les organisent, hein, parce que les expropriations, ça émane des pouvoirs publics, au nom de l'intérêt général et dans l'urgence, en disant: «Voilà, il y a une gare TGV, les valeurs foncières vont monter, plutôt que ça soit les promoteurs qui tirent profit, de cette augmentation des prix, autant que ça soit les pouvoirs publics». Mais donc en fait, les pouvoirs publics vont exproprier 600 ménages, pour en fait, ils vont se comporter en promoteurs pour, tirer, profit de la plus-value foncière, et tout ça, au final, pour construire des tours de bureaux qui vont repartir vers le marché privé. En plus, ces expropriations se sont menées dans des conditions, vraiment outrageantes et on voit ici, à droite, en fait, au lieu de démolir en bloc, pour user les habitants, ils démolissaient une maison ici, une maison là, en fonction des rachats. Et donc, ici, on voit une scène qui a été tournée dans le film où une personne se rend aux toilettes et en fait, il y a le mur de sa toilette qui s'est effondré. Bon, ça prête à rire, mais alors il y a aussi eu à l'époque, voilà, des artistes qui se sont solidarisés avec les habitants et ça a créé des petites performances. Et donc c'est là, je vais lancer la vidéo, mais alors j'espère que ça va marcher. Donc il faudra que vous me disiez si vous entendez le son et si vous voyez les images. Voilà. Est-ce que vous entendez et vous voyez le film? Nous entendons, mais nous ne voyons pas. Vous voyez pas l'image? Non. Ah. Alors, il va falloir que je fasse piti piti. Tac. Tac. Et maintenant? Oui, ça marche très bien. Ça marche. Ok. Bon, je vais pas tout vous mettre, je vous mets le début. Hein. Chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la bonne nouvelle. Car oui, je vous le dis, les ramages sont en route. Ils partent actuellement de Namur, de l'île d'Inde et de Chine, du Luxembourg et des îles Caïmans, en TGV, en jet, en Jaguar, des bras chargés d'investissement. Des millions de mètres carrés de bureaux, hypermarchés, de résidences luxueuses, tous répondent à notre appel, l'appel du Midi, l'appel du PDI, l'appel du Plan international de développement de Bruxelles. Nous sommes ici sur la place Marcel Brotars, l'un de nos plus grands artistes. Nous devons considérer désormais cette place comme un lieu saint. C'est la place du triomphe de la vérité sur l'ignorance.
Car, comme le dit le saint PDI, pas la culture comme décoration, mais la culture au centre de la stratégie de communication. Pas la culture comme décoration, mais la culture au centre de la stratégie de communication. Les gens sont encore trop souvent victimes de la façon dont ils organisent leur vie. C'est avant tout de culture dont ils ont besoin. En effet, ils prennent encore quelques mécréants ici ou là dans ce quartier. Maudit soit-il! Maudit! Mais l'ancienne Babylone du bas de Saint-Gilles, pleine de vices, insultes permanentes à l'international, qui est la voix. L'ancienne Babylone du bas de Saint-Gilles, insulte à la géométrie et donc à l'art, va bientôt disparaître. Et sur les ruines du vice s'édifiera la Babylone du haut. La capitale de l'Europe, la vraie, la seule. Celle des frites, pas celle des saucisses. Celle des saucisses, que son nom soit 1000 fois maudit et disparaisse à jamais de la mémoire des hommes. Maudit. Capitaliste, vous êtes l'Europe. Le quartier midi vous appelle. Le quartier midi vous offre son art urbain. Le quartier midi s'offre à vous, terrain nu. La police vous protège. Capitaliste, ensemencez notre avenir. Que vos érections de tours répandent la prospérité sur le quartier midi. Ensemble, nettoyons la brousse du bas de Saint-Gilles. Que Bruxelles brille enfin des 12 étoiles mariales du drapeau européen. Donc, enfin, voilà, c'était juste un extrait. Le film est un peu plus lent. Alors, il faut que je revienne à la présentation. Bédi, bédi. Là, vous voyez la présentation? Non. Non. Alors, hop. Écran partagé, revenir, ici. Tac. Voilà. Là, vous voyez la présentation. Oui? Oui. D'accord. Donc, pour la petite histoire, la personne qui parle, c'est un des habitants qui a été expulsé du quartier. Charles Piquet, la personne qui est évoquée, un peu ciblée, était à la fois le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles, mais aussi le ministre-président, et qui avait mené tambour battant toute cette opération d'expulsion, expropriation, reconstruction de tours de bureaux. Alors, les habitants ici ont perdu, même si beaucoup étaient en justice de paix. Et en justice de paix, il était reconnu que les pratiques étaient contraires aux droits de l'homme, etc. Et donc, c'est une histoire un peu traumatisante pour Bruxelles. Et disons que ce qu'ils ont surtout pu obtenir par leur mobilisation, c'est la reconnaissance que ça ne doit plus se passer. En fait, on lit encore beaucoup, souvent, dès qu'il y a des projets quelque part, oui, on ne va pas recommencer comme dans le quartier midi, voilà, c'est une erreur du passé. Il faut reconnaître que, bon, voilà, c'était quelque chose d'assez violent. Néanmoins, quelques années après, c'est au moment où moi, je débarquais à Interenvironnement Bruxelles en 2006, il y a un nouveau gros projet d'expropriation lié toujours à une gare, mais cette fois-ci la gare du Nord, et l'idée d'exproprier toute une rue entière, pour pouvoir créer une nouvelle ligne TGV, pouvoir séparer une voie ferrée lente d'une voie ferrée rapide. Et selon la SNCB, la Société des chemins de fer belge, le plus simple pour mener cette opération, c'est de carrément détruire toute une rue qui est habitée. Donc, ce ne sont pas du tout des maisons abandonnées. Toutes ces maisons sont occupées et relativement en bon état, avec à la fois des propriétaires, des locataires. Et donc, à l'époque, je vais passer mon temps, parce que les gens n'étaient même pas au courant en fait, de ce qui allait se passer.
Donc, un jour, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai été voir, un par un, chacun de ces habitants pour, leur expliquer qu'il y avait un projet, d'expropriation pour réaliser, cette nouvelle voie, ferrée. C'est comme ça qu'ils ont été commencé à être au courant, qu'ils ont commencé à s'organiser. On a fait des marches, des interpellations communales, des pétitions, des communiqués de presse. On a été rencontrer, les politiques. Heu et au final, ce projet, a été abandonné. Ce qui est quand même regrettable entre-temps, c'est qu'il y a quand même, voilà des propriétaires, enfin beaucoup ont pris peur et ont vendu et ou n'ont plus rénové leur maison et donc le bâti s'est dégradé parce que c'est plus je vous dis, moi, je suis arrivée à IEB en 2007 et le projet a plus ou moins été abandonné 10 ans plus tard. Donc voilà, c'est toujours, des luttes qui s'exercent dans la durée. Alors vous voyez ici sur une des affiches rue du Progrès, 20 secondes de gagner, logement, perdu pour 200 personnes. C'était pas exagéré parce qu'en fait, sur ce tronçon-là, cette nouvelle voie de liaison, le décisaillement, comme il disait, entre la voie rapide et la voie lente, permettait à cet endroit-là, en fait, c'était juste une différence de quelques secondes. Donc pour les habitants, en plus, quand ils prenaient conscience de ça, c'était, d'autant plus choquant. Alors donc ça, c'est évidemment des gros dossiers de destruction, d'expropriation. Cela dit, pour le surplus, je vous disais, on était plutôt, à ce moment-là, dans une logique de rénovation, mais s'accompagnant de dynamiques de gentrification, particulièrement dans les quartiers au bord du canal, lesquels s'accompagnent souvent de politiques, de marketing urbain et donc ici, ce qu'on voit, ça s'appelle Bruxelles-les-Bains, comme il y a aussi à Paris. C'est des choses qui semblent comme ça anodines et plutôt sympathiques. On parle de réappropriation de l'espace public. Après, si vous voyez, l'espace que je vous montre là, donc là, c'est Bruxelles-les-Bains, il y a environ 10 ans. Juste après, au même endroit, ce qu'on a vu apparaître, là, c'est le début d'une tour de logement de luxe qui s'appelle Upside et on voit, l'argument du promoteur juste en dessous, vivre et être dans la ville sans y être et c'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est d'attirer des nouveaux habitants dans une tour, qui fait 140 mètres de haut, hein. Donc là, on ne voyait que les soubassements, mais cette tour fait 140 mètres de haut. On la voit de partout quand on est à Bruxelles. Si vous venez à Bruxelles, dès que vous êtes, enfin, on la voit du quartier nord, on la voit, du sud aussi, et nous, on appelle ça une gated communities, de luxe. C'est-à-dire que c'est vraiment un ghetto, pour riches et donc il prend place au bord du canal, juste là où il y avait, Bruxelles, les Bains auparavant et à ce moment-là, le logement, ça devient surtout un produit financier. Hem, Ce n'est pas tellement pour habiter, mais c'est surtout un investissement. D'ailleurs, le promoteur, son argument de vente, c'était de dire: «Avec, Upside, on vous garantit un intérêt, de 4%». Hem Or, dans le même temps, bon ça c'est aussi un dessin de l'époque qui est tiré de notre journal, de dire: «Bon voilà, on met en place, beaucoup de politiques de participation». Sans doute qu'il y en a beaucoup plus aujourd'hui, que même en 2006 quand je suis arrivée à Interenvironnement Bruxelles. On parle aussi beaucoup de co-construction, de co-création, et cetera. On sollicite beaucoup l'habitant, mais souvent, c'est juste, pour, voilà, dire qu'on a, organisé, quelque chose, mais il y a pas de réelle volonté finalement de prendre en considération, la parole des habitants. Donc nous, on parle souvent de façadisme démocratique. D'ailleurs, on avait, réalisé une petite, bande dessinée, pour exprimer ça, dans notre journal. Ce qui s'est sans doute amélioré, c'est d'un certain côté par la technique, la digitalisation, et cetera. D'un certain côté, l'accès à l'information, comme on en parlait tout à l'heure avec l'exposé de Lorraine. Hem
que voilà, on va pouvoir avoir accès à des cartes, à des documents par le net. Bon, après, là-dessus, il y a la question de la fracture numérique, hein, quand même. Bon, tout le monde n'a pas accès à ces outils-là. Bon, par ailleurs, voilà, de ce côté-là, on améliore, mais de nombreuses données, et même plus qu'avant, en fait, restent dans des cénacles fermés. Et c'est là que je voulais un petit peu parler de la figure de l'urbaniste et de l'architecte. C'est-à-dire que pour nous, urbanistiquement, c'est une figure montante depuis les années 2000. Et quelque part, ils deviennent la nouvelle interface entre l'habitant et les pouvoirs publics. On s'est battu à IEB pour qu'il y ait des concours d'architecture pour que, sinon l'architecture chez nous était surtout aux mains de toujours les mêmes bureaux d'architectes qui travaillaient toujours avec les mêmes promoteurs. Donc pour démocratiser ça, on a demandé à ce que s'organisent des concours d'architecture. Et là, c'est la place Flaget qui était un peu le fer de lance de la mise sur pied des concours d'architecture. Au départ, ça venait des habitants, de nouveau des habitants qui sont fort organisés. C'était de nouveau un projet de parking en sous-sol avec un bassin d'orage, et on est dans ce qu'on appelle la vallée du Malbec. Et donc, les habitants avaient développé une connaissance très, très poussée de cette vallée, des pertuis, des écoulements de l'eau. Et donc, ils avaient des propositions alternatives pour assurer une meilleure perméabilité des sols et pour se passer du bassin d'orage, et par ailleurs lutter contre le projet de parking qui allait défigurer la place. Alors, ce qu'ils ont obtenu au bout du compte, c'est la réalisation d'un concours d'architecture, ce qui s'était jamais fait jusque-là. Pour le reste, il y a eu le parking et il y a eu le bassin d'orage. Et par ailleurs, il y a eu une large consultation citoyenne où voilà, plein d'habitants ont commencé à faire des collages, des montages, des projets parfois un peu, voilà, comme celui-ci, qui sont plus de l'ordre d'une esthétique, une réelle réalisation, mais derrière, voilà, se cachaient quand même des besoins, des désirs des habitants. Et en fait, tout ce qui a été proposé par les habitants a été vraiment balayé, et le bureau d'architecte qui a obtenu le concours n'a absolument pas tenu compte de tout ce qui avait été discuté pendant plusieurs années avec les habitants. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de concours d'architecture en région bruxelloise. Quelque part, l'avantage, c'est que c'est quand même plus démocratique, et ce n'est pas toujours le même grand bureau d'architecte. Donc ça, c'est une bonne chose. On a aussi désormais un maître architecte, on appelle un bouwmeester, parce que c'est une figure qui vient des Pays-Bas. Et qui est en fait un espèce de super architecte pour tous les grands projets. Tous les grands projets doivent passer aujourd'hui auprès de ce super architecte. Alors, l'avantage, c'est qu'il se montre quand même assez disponible. Donc, par exemple, si moi, je le contacte pour un projet qui m'inquiète, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un mail, il va me répondre, il va me dire où le projet en est, qui a été consulté, comment lui voit les choses. Donc, voilà, il y a un échange. Mais pour le surplus, il y a quelque part moins de possibilités en fait de faire revenir sur un projet, parce que depuis que le maître architecte est là, donc vous avez la demande de permis, et puis tout va être discuté avec les différentes administrations régionales, communales, les administrations de la mobilité, de l'environnement, du patrimoine, etc. Et le maître architecte. Ils vont se mettre tous d'accord ensemble. Et au moment où le dossier va arriver à l'enquête publique, à la commission, tout a déjà été tellement renégocié, affiné, etc., qu'il n'y a plus moyen de bouger une virgule, un iota. Et donc, du coup, cette commission de concertation auquel nous, on tient beaucoup, perd de plus en plus son sens, parce qu'elle arrive tellement en aval qu'au moment où on s'y rend, les choses sont déjà très pliées. Alors, l'autre logique à laquelle on a dû faire face à partir de 2007, c'est que la logique de rénovation urbaine était une logique où tout d'un coup, Bruxelles se préoccupait de la qualité de vie de son territoire pour un peu, entre les tendances exogènes et endogènes, redonner du poids à l'endogène. Or, bon, ce n'est pas propre à Bruxelles, ça je pense que c'est propre à toutes les villes dites métropoles aujourd'hui. C'est un mouvement qui est né en réalité déjà dans les années 90,
c'est la mise en concurrence des villes entre elles. Aujourd'hui, ce ne sont plus que les territoires, mais les villes sont vraiment mises en compétition entre elles, dans une logique d'attractivité internationale. Et donc, ben voilà, toute ville d'une certaine stature, et bon, Bruxelles, comme elle est capitale de l'Europe, doit se doter d'un certain nombre d'infrastructures. Tout à l'heure, on parlait du stade, donc ça m'intéresserait un petit peu. Ben voilà, nous, à partir de 2000, 2007, on a eu le plan de développement international. Et donc, dans le petit film que je vous ai montré, quand vous voyez ceux qui marchent se flageller avec l'iris. L'iris, c'est la fleur qui symbolise la région bruxelloise. En disant PDI, 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 c'est le fameux plan de développement international. Et ce plan de développement international, c'est créer les infrastructures majeures dont doit se doter toute ville, métropole, peu importe s'il y a un réel besoin endogène par rapport à ces infrastructures. Et donc, c'est créer des nouveaux stades, des grandes salles de spectacle, le plus grand centre commercial, des centres de congrès, etc. Des opérations très coûteuses qui souvent se font par le biais de partenariats publics-privés et où, à un moment donné, le pouvoir public se retrouve avec des conventions privées et des clauses, un pied et poing liés, des clauses qui rendent ces projets très difficiles à remettre en question. Alors, du côté d'IEB, nous, on s'est fort investi par rapport à 3 projets majeurs de ce plan de développement international qui prenaient place tous au même endroit, au Ezel, là où il y a l'atomium, qui en fait est un vaste terrain public. En fait, c'est une donation historique royale, là où il y a l'atomium, et où il y a aussi le stade Roi-Baudouin. Et donc, c'est une terre de 72 hectares qui appartient à la ville de Bruxelles. Et donc, dans le cadre du plan de développement international, l'idée était de créer sur cette terre le plus grand centre commercial de Belgique, 100 000 m² de centre commercial, un nouveau stade, plus des milliers de mètres carrés de logements, un hôtel de luxe et un centre de congrès. Alors, on va fortement se mobiliser en partant du centre commercial parce qu'en fait, c'est une espèce de jeu de domino. Le centre commercial, c'est un peu la base de tout parce que le centre commercial était censé être la fonction rentable qui allait faire rentrer les sous pour financer le reste et notamment financer le centre de congrès. Or, au même moment, on va voir en région bruxelloise 3 projets de centres commerciaux. Néo, celui du Ezel, aussi un projet de centre commercial juste de l'autre côté de la frontière bruxelloise, le projet YouPlace, et aussi le projet Docs Bruxelles. Et donc, voilà, on va essayer à plein de niveaux de sensibiliser les habitants à cette question du rôle d'un centre commercial. Est-ce qu'il répond vraiment à une demande, à un besoin des chalands, de la clientèle? Est-ce qu'il est juste un instrument financier ou est-ce qu'il y a un besoin en termes de consommation? Et donc, on va créer la figure du shopping monster, et ça va assez bien marcher. Et donc, il y a la fameuse petite carte postale en haut avec le shopping monster, et ça va être diffusé tout azimut. Les gens vont s'en saisir. Et alors, on faisait des interventions dans l'espace public. Par exemple, l'image en bas, on est au Parc du Cinquantenaire. Au Parc du Cinquantenaire, chaque année, il y a une grande fête de l'environnement qui a pas mal de succès. Et toute la journée, bon, il y a des stands avec des associations environnementales qui viennent présenter leur travail, leurs projets, des dynamiques diverses, que ce soit pour l'énergie, la création de potagers, etc. Et donc, nous, on a débarqué au milieu du jeu de quilles avec le Shopping Monster. Et là, je vous montre de nouveau un petit extrait de la séance, en espérant cette fois-ci que ça marche. Bing. Est-ce que vous voyez l'image? Non, il n'y a rien qui a changé. À nouveau, pas d'image. OK. Alors, je dois à chaque fois repasser apparemment par le... Voilà, je vais le relancer ici. Hop. Voilà.
quelques instants, sous vos yeux ébahis, la tragique et dramatique histoire de la petite marchande de rien du tout, de la petite fleuriste de rien du tout, dévorée par le shopping monster. Monstre qui vit la vie de sa substance, de ce commerce, de ses emplois, avec ses tentacules actionnariaux, dont on ne sait si c'est lui qui les tient ou eux qui les tiennent. Approchez, mesdames et messieurs, et aussi les enfants, approchez. Et pour qui vendait-elle ces pommes de terre, mes amis? Mais pour vous, pour faire des frites. Cette charmante indépendante n'avait peur que d'une chose, les impôts, les charges sociales et la TVA. Elle ignorait une menace bien plus terrible qui était tentaculaire. Le shopping monster. Insouciante. Indépendante. Croyant libre. Seule. Elle ne voulait pas une malice. C'était une promesse des géants, sa stade à la périphérie de Bruxelles. Voilà, le drame. Tout le commerce et son territoire. Il ne souffre aucune concurrence. Oui. Et ces pauvres propriétaires. Commerce illégal. Guillotine inouïe. Ce pauvre monster. Et dans la ville de ses emplois. Monopolisant tout le commerce, piquant sans arrêt au point de devenir bio. Le capitalisme n'est pas d'esprit, n'a qu'un estomac. Il digère tout. Il transforme tout. Et l'écologie, il fait d'un côté de l'or, de l'autre de la merde. Pauvre petite indépendante, si seule, si vulnérable. Elle est terrible. Revoyons le Sofitel de New York, c'est terrible. Enfin, mort à l'archaïsme, vive la modernité. C'est bien ça pour la croissance. Il a dit, ça y est, elle est devenue caissière à temps partiel, incapable d'élever ses enfants. Et voici une petite fleuriste, passant innocemment son tour. Bon, voilà. Alors, si on s'est amusé à faire ça, c'est parce que souvent, on l'a vu un peu aussi lors de l'exposé de ce matin, c'est que la matière urbanistique, c'est quelque chose de très technique, de peu appréhendable par la majorité des habitants. Nous qui travaillons avec les comités de quartier,
on voit bien qu'au sein des comités de quartier, les personnes qu'on rencontre sont des personnes diplômées, outillées, qui ont fait des études. On se retrouve en contact avec pas mal d'urbanistes, d'architectes, des gens qui savent décrypter les fameux PAG, PPAP, chez nous qui ont un autre nom, ou les COS et les CUS et ce genre de choses. Mais ce n'est pas le cas de l'habitant lambda. Et donc, en fait, ces interventions dans l'espace public, c'est une façon d'essayer de se rapprocher en fait, des préoccupations des habitants et aussi de l'ordre symbolique, puisqu'ici à la fin on voit les habitants qui massacrent le shopping Monster. Et lors de telles interventions, on parvient à récolter pas mal de contacts, de personnes qui par après ont envie d'être informées. Donc voilà, c'est une façon d'élargir le débat, d'aider à la mobilisation et de sortir un peu des outils trop techniques et trop technocratiques. Après, pour la petite histoire par rapport à ce projet de centre commercial, il est toujours bloqué aujourd'hui, pas tant grâce à la mobilisation des habitants, même s'il y a eu quand même pas mal de réactions, de combats, mais par les recours juridiques. Et donc ça, de plus en plus, nous, on se rend compte que c'est une combinaison d'éléments, en fait, qui nous permet de freiner des projets qu'on estime, voilà, toxiques pour l'habitant ou pour la ville. D'un côté, sensibiliser, informer, organiser, et de l'autre côté, on se rend compte que le recours en justice nous permet souvent pas d'arrêter un projet, mais de le freiner, et le temps finalement, parfois pour les pouvoirs publics, de retomber sur leurs pattes. Parce qu'ils sont face aux prises avec tellement d'intérêts financiers et privés, que je crois que par moment, ils se sentent coincés par différentes clauses. Et donc, dans le cadre du projet NEO, donc de ce projet de centre commercial, à 3 reprises, IEB et d'autres associations, on a introduit un recours contre la base légale du projet devant le Conseil d'État. Et à 3 reprises, le Conseil d'État nous a donné raison. Et aujourd'hui, voilà, il n'est pas impossible que le projet soit abandonné, mais bon, pour le moment, on est toujours dans l'expectative. Alors, dans le même temps, il y avait également le projet de stade. Alors, ce n'est pas celui qu'on voit ici sur l'image. En fait, ça serait l'idée d'un stade Roi-Baudouin rénové, avec autour, en fait, le centre commercial, les logements et le centre de congrès. Le projet de stade, il était sur le parking C, qui est ici derrière, avec la particularité que, je vous disais, ce terrain appartient à la ville de Bruxelles, mais le parking C, sur lequel ils voulaient faire le nouveau stade, lui, est sur le territoire de la région flamande. Et donc là, il y a eu un imbroglio, et donc au final, si ce projet de nouveau stade a été abandonné, ici, ce n'est pas parce qu'on était en recours ou en raison d'une mobilisation des riverains, même si beaucoup d'habitants étaient défavorables en disant, un peu comme disait monsieur tout à l'heure, mais pourquoi pas plutôt rénover le stade actuel plutôt que de créer un nouveau stade qui allait coûter plus de 150 millions d'euros. À l'époque, on nous disait: «Rénover le stade, c'est impossible parce qu'il n'est pas aux normes», et des études ont été faites et il ne parviendra jamais à atteindre les normes actuelles exigées par l'UEFA. Et aujourd'hui, maintenant que le nouveau stade est abandonné à cause de cet imbroglio et de guéguerre entre la région flamande et la région bruxelloise, comme par hasard, maintenant, il paraît que le stade Roi-Baudouin pourrait tout à fait être rénové et répondre aux fameuses normes. Donc voilà, parfois, notre mobilisation parvient surtout à freiner un projet jusqu'au moment où se dégage parfois une solution qui peut être plus opportune ou plus favorable. Alors ce matin, oui, on a parlé des PAG, des PAP, de tous ces plans. En région bruxelloise, le plan de base qu'on pourrait dire qui correspond au PAG, c'est le PRAS, c'est le plan régional d'affectation du sol, qui détermine pour toute la région les affectations du sol. Donc est-ce qu'on construit
du commerce, du bureau, du logement, des entreprises, etc. En 2012, notre PRAS a été fortement modifié en raison de cette montée dont je vous parlais tout à l'heure, la montée de la démographie bruxelloise, mais avec une forte volonté de densification et avec très, très peu de débats publics. Et c'est pour ça, c'était la mouture de journal de l'époque en 2012. Elle a changé maintenant, le Bruxelles en mouvement, et qu'on avait intitulé PRAS démographique, clash démocratique. Ce PRAS a fini par être adopté. Et aujourd'hui, malheureusement, la région se rend compte qu'elle a commis pas mal d'erreurs en fait, dans ce PRAS qui a été insuffisamment débattu. Elle a notamment ouvert plein de zones à la construction de logements. Et en fait, ce sont les promoteurs qui sont jetés dessus, qui ont fait les plus-values, qui ont densifié, avec comme conséquence notamment que c'était pas mal de zones d'activités productives, de zones d'entreprise. Or, ben, une ville, c'est habiter, c'est vivre, mais c'est aussi travailler, et que les entreprises quittent Bruxelles, ce qui est très problématique. Elles quittent Bruxelles parce qu'il y a beaucoup de congestion automobile, elles quittent Bruxelles parce que les prix sont trop chers, et elles quittent Bruxelles parce qu'elles n'ont plus d'endroit où s'installer. Et en fait, la concurrence avec la fonction logement est devenue telle qu'aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment de place. Donc ça, c'était la réforme du PRAS. Juste après, on a eu droit à la réforme de notre code d'aménagement du territoire, ce qui s'appelle le COBAT. Et alors, ça, c'est la phrase du ministre-président de la région bruxelloise, Parti socialiste, en 2016. L'objectif de la réforme, c'est répondre aux attentes du secteur immobilier qui éprouve de grandes difficultés à développer des projets importants, vu la longueur et la complexité des procédures urbanistiques et environnementales. Et de fait, ce qui va se passer, c'est que la réforme du COBAT va aller dans un sens, mais vraiment à rebours de la défense de l'intérêt social et environnemental. Puisque pour donner un exemple, par exemple, la réforme du COBAT permet désormais de faire des parkings jusqu'à 400 places, ce qui est quand même énorme, sans étude d'incidence. Donc avant la réforme, dès qu'il y avait un projet de 200 places de parking, il fallait une étude d'incidence environnementale. Depuis la réforme du COBAT, il faut aller au-delà de 400 places de parking. Bon, en pleine période de crise climatique, c'est quand même assez étrange de voir une réforme urbanistique qui va complètement en sens inverse de la préservation de l'environnement. Alors, fort heureusement, il y a, parce que là, IEB avait raté le coche, on devait aller en recours contre cette réforme, et on a laissé passer le délai. Et heureusement, un habitant bien outillé, lui, a attaqué cette réforme, pas sur toutes les possibilités, il aurait fallu l'attaquer de façon plus large, mais il a attaqué la réforme, en tout cas, sur cette question procédurale du nombre d'emplacements de parking, avec comme conséquence… Ah oui, voilà. Ça a fait évidemment beaucoup de bruit au niveau de la région, parce que plein de gros projets immobiliers qui étaient en cours et qui attendaient leur permis, comme les grandes tours ici qui doivent prendre place à Anderlecht, se reposaient sur cette réforme. Et donc là, la base légale a été annulée. Et donc ici, on voit le secrétaire d'État à l'urbanisme qui dit « Ah ben zut, il y a 9 gros projets immobiliers qui se retrouvent, voilà, plus ou moins, qui doivent reprendre à zéro suite à ce recours. » Et donc, voilà, on avait fait aussi un petit dessin pour dire plus personne s'y retrouve entre les réformes, entre le PRAS, le COBAT, le PRDD, les tours qui poussent partout. On voit que les habitants ont beaucoup de grains à moudre en région bruxelloise. Alors, je vois que le temps passe parce que je veux évidemment vous laisser la parole. Je voulais encore vous passer un petit extrait de cette vidéo, parce que le dernier outil en date de la région bruxelloise qui nous a fâchés, c'est le PAD, c'est les plans d'aménagement directeurs, que nous, on a rebaptisé les plans d'aménagement dictateurs. Parce que donc ce matin, on voyait toutes les réglementations qui existent. Après, très fréquemment, les projets immobiliers, les projets des promoteurs dérogent à ces réglementations. Et donc, justement, nous, souvent, on va attaquer le projet en raison de ces dérogations. Et alors, avec ce paradoxe que souvent les petits projets ne peuvent pas déroger, eux, ils doivent respecter de A à Z toute la réglementation, et souvent ce sont les plus gros projets et ceux qui ont des effets le plus néfastes sur l'environnement qui, eux, se voient octroyer des dérogations. Et l'objet du PAD, du plan d'aménagement que nous on dit dictateur, c'est justement de pouvoir déroger à tout. Donc le PAD
permet de déroger à la norme ultime, permet de déroger au PRAS dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc déjà, le PRAS, pour nous, laisse beaucoup de latitude à la promotion immobilière, puisqu'il a été réformé pour permettre la densification en termes de logement. Mais souvent, c'est du logement privé, pas du logement social. Alors, je vous dis, on manque de logements sociaux. Et donc, le plan d'aménagement directeur, permet, lui, de déroger à ce PRAS qui est déjà très large. Puis, l'avantage de la petite vidéo, c'est qu'elle donne bien un aperçu général. Elle dure 5 minutes de là où on en est aujourd'hui. Alors, je sais cette fois-ci que je dois chaque fois repasser par... non. Voilà, ici, tac, et tac. Bruxelles est une ville-région complexe. C'est une région qui est sous-financée, qui est coincée dans un carcan territorial, qui a un taux de chômage élevé. L'accès au logement est très difficile. C'est une ville par ailleurs très congestionnée et donc très polluée. C'est pas très attractif, c'est pas très carte postale. Et donc la région bruxelloise décide de faire face à ces défis, adopte un plan de développement international, change les règles d'aménagement du territoire. Les habitants de Bruxelles ont assisté à un véritable bing bang urbanistique, plan démographique, plan canal, changer le visage des anciens quartiers industriels, zones levier, zones d'intérêt régional. Et malgré tout ça, les choses selon la région vont trop lentement, la congestion reste, l'accès au logement reste difficile. Et c'est là que la région décide de sortir de son chapeau le joker, le plan d'aménagement directeur. Ça s'appelle le PAD, le plan qui permet de déroger à toutes les règles que je viens de préciter. Je vais vous conduire sur un des terrains d'action du PAD, à quelques pas d'ici. À quoi peut bien servir un PAD? Nous sommes ici à Molenbeek, porte de Ninove. Vous avez là un terrain qui appartient au promoteur immobilier Besix. Besix veut y construire plus de 300 logements, donc un très grand nombre de logements. Or, sa parcelle est petite. Évidemment, il voudrait monter en hauteur. Or, comme vous voyez, ici, les gabarits sont relativement bas. Urbanistiquement parlant, les règles en région bruxelloise ne vous autorisent pas à construire une tour ici. Et c'est là que la magie du PAD va agir. La région va élaborer un PAD exactement sur mesure pour permettre à ce promoteur immobilier de construire non pas une, non pas deux, mais 3 tours. Alors on a dit, on a besoin de logements. Alors, les logements qui seront construits là seront des logements entièrement privés. On sait déjà qu'ils seront inaccessibles pour la bourse de la plupart des Bruxellois, en sachant qu'il y a un tiers des Bruxellois qui sont en dessous du seuil de pauvreté. La plus haute tour fera 90 mètres de haut. Elle va complètement écraser l'espace public et notamment le parc, qui est un parc tout récent qui vient à peine d'être terminé et qui fait suite à une bataille de longue haleine menée par les habitants du quartier. Ce parc est financé par les pouvoirs publics, mais va surtout servir à créer de la valeur pour les logements du promoteur Besix. À quoi peut servir un PAD, un plan d'aménagement directeur? Nous sommes ici sur un des toits de la cité modèle. Derrière nous, il y a les 100 hectares du plateau du Ezel, où on voit le stade Roi-Baudouin. Alors en 2007, la ville de Bruxelles, dans le cadre du plan de développement international, souhaite développer ici un centre de congrès. Alors un centre de congrès, c'est une fonction qui n'est pas très rentable. C'est ainsi que par un tour de passe-passe, la ville de Bruxelles décide de développer une fonction privée sur ce terrain qui est public, à savoir le plus grand centre commercial de Belgique, un centre commercial qui ferait 72 000 mètres carrés. Et le tour de passe-passe consiste à céder une partie du terrain public à un promoteur qui développera le centre commercial qui permettra de financer le centre de congrès. Ici, normalement, c'est des terrains d'utilité publique pour des équipements d'intérêt collectif. Alors les riverains, les associations, etc. vont attaquer la base légale permettant le développement de ce projet, vont aller en
recours devant le Conseil d'État. Le Conseil d'État va leur donner raison. La région bruxelloise, le gouvernement de la région bruxelloise va reconstruire une nouvelle base légale. Les associations vont réattaquer et c'est alors que la région bruxelloise, le gouvernement, se dit « Ouh, ça sent le roussi » et sort la baguette magique, le PAD. PAD qui permet dès lors d'immuniser ce territoire pour éviter tout autre recours légaux, puisque le PAD permet de déroger à toutes les autres règles. Nous assistons exactement au même scénario dans le quartier européen avec le PAD loi. Le PAD-loi compte plusieurs projets de tours de bureaux, tours de logements. Et le PAD-loi permet de créer non pas une, deux, trois tours, mais 14 tours dans le quartier européen. Quand vous avez un jeu de cartes, vous avez droit à 2 jokers. Eh bien, la région, elle va abuser. C'est 12 jokers qu'elle va utiliser. En un an, c'est 12 PAD qui vont sortir, 12 plans d'aménagement directeurs qui vont sortir des... Ça plaît pas, c'est la musique qui va trop fort. Bon, c'est pas grave, c'est presque fini, donc je vais la couper. Voilà. Hop, et revenir à la fin de la présentation. Mais voilà, grosso modo, vous voyez qu'évidemment, c'est tout le temps des allers-retours entre les riverains qui s'organisent, qui se mobilisent, qui essayent d'obtenir plus de démocratie, plus d'écoute. Et puis, une région bruxelloise qui souvent veut rester dynamique et donc garder un territoire attractif pour les investisseurs. Et donc va parfois trop loin dans ce sens-là et il faut toujours un temps de latence. Heureusement, il y a souvent du rétro-pédalage et quelque part, heureusement que beaucoup de Bruxellois sont vigilants parce qu'elle permet justement au pouvoir public de réaliser ces rétro-pédalages en freinant très souvent des gros projets. Bon, après, il y a aussi voilà, plein d'autres projets en cours. Dans le même temps, voilà, IEB, on fait aussi un travail de fond, comme j'expliquais dans la première partie ce matin, pour faire des propositions, pour voilà, améliorer, comme je ne sais plus qui, en fin de matinée, parlait l'amélioration du réseau cyclable. On a proposé tout un plan alternatif de tramification de Bruxelles. En fait, Bruxelles est par exemple une ville qui avait un réseau tramifié hyper conséquent, ce qui permettait de traverser la ville de part en part en surface. Ce que nous, on trouve plus intéressant que d'enterrer le transport public et l'usager du transport public en sous-sol, dans le métro. Alors aujourd'hui, il y a voilà, de nouvelles lignes de métro en projet en région bruxelloise. Et nous, on a entre autres appelé ça la bataille de Stalingrad, parce que le premier tronçon de ce nouveau métro s'installe près de la gare du Midi, rue de Stalingrad. En fait, les coûts sont très conséquents et c'est des stations de métro qui vont être enterrées très en profondeur. Donc très peu pratique pour l'usager qui n'est pas en train de courir dans tous les sens, qui est jeune et en pleine forme. Et que, bon voilà, on calcule le coût qui sera investi là d'argent qui n'ira pas pour le transport public de surface qui vole la place à la voiture et permet de laisser l'usager à l'air libre. Alors, il y a aussi une petite brochure qui a été réalisée bénévolement récemment par toute une série de militants qui s'appelle Occupons le terrain et qui est un peu un manuel de résistance en matière urbanistique qui donne un petit peu toutes les clés, les recettes, comment se développe un projet, quelles sont les failles, à quel moment intervenir, en utilisant quels moyens, quelles techniques. Bon, ça porte un peu plus sur la région wallonne que la région bruxelloise, mais grosso modo, je crois que ça soit ici ou chez vous, il y a des tas de choses à en tirer. Mais donc, voilà, je crois que je vais m'arrêter ici pour vous laisser la parole.